Sorti lui aussi le 13 novembre 2020 aux éditions Taifu, cette fois on parle du tome 1 de Yuri Still Sick d'Akashi. Désolé si ces rubriques manquent un peu de diversité, et pour les amateurs, c'est parti. Shimizu Makoto, 29 ans, a pour passion le dessin et plus précisément elle dessine des doujinshi, des mangas amateurs en général inspirés d'œuvres préexistantes dont on réutilise les personnages, et qui portent pour thème le yuri, donc les relations amicales mais surtout amoureuses entre femmes. Et quand on a ce genre de hobby, on préfère que ça ne déborde pas au niveau de son travail officiel, surtout quand on a un poste à responsabilité. Dommage pour Shimizu, car alors qu'elle participe à une convention où elle vend ses œuvres, elle se retrouve avec pour cliente Maekawa Amane, 25 ans, une de ses collègues de travail. Et là, évidemment, les ennuis commencent pour notre auteur en herbe. Ou peut-être que non, car Maekawa ne semble rien connaître de cet univers et s'est retrouvée dans cette convention par un hasard total. Ou en tout cas, c'est ce qu'elle veut faire croire. Au final, Shimizu, qui n'a jamais eu personne avec qui partager sa passion dans son entourage, pourrait avoir trouvé une amie en la personne de Maekawa, qui, elle, n'a justement aucune passion et admire ce côté très engagé dans son passe-temps de sa collègue. Je trouve justement que ce côté auteur-amateur passionné et totalement otaku de Shimizu retranscrit plutôt bien la réalité des fandoms du côté fanfiction et doujinshi. Étant moi-même passé professionnel dans l'art peu subtil d'imaginer des relations non canon entre les personnages de mes œuvres préférées, je la comprends tout à fait. Et du coup je la trouve assez attachante, surtout en opposition avec Maekawa, qui passe pour la fille gentille, enthousiaste, douée en cuisine et populaire en début de tome, tout le contraire de Shimizu donc. Mais ça n'empêchera pas l'otaku de la laisser s'incruster petit à petit dans son univers, et même chez elle, puisque bien entendu, Shimizu a un béguin qui se développe pour Maekawa, et elle ne peut rien lui refuser. Fort heureusement, le personnage de Maekawa va beaucoup s'étoffer au fil du tome, et son histoire faisant écho à celle de Shimizu est intéressante et fait sens dans ses actions et dans le scénario. Un peu avant la moitié du manga, un rebondissement fait enfin décoller vraiment l'intérêt du lecteur, l'histoire très classique de base devient plus intéressante, et c'est sans doute à mettre en rapport avec le passé de Maekawa dans un délire un peu méta. Le début n'est qu'une amourette basique et classique, avec des dessins assez jolis mais rien de transcendant, puis on passe un peu plus aux choses sérieuses à partir du chapitre 5. Les réactions des personnages aux événements qui leur arrivent deviennent bien plus matures, et j'ai trouvé cette petite pirouette vraiment intelligente de la part de l'auteur. La relation entre Shimizu et Maekawa prend une tournure totalement inattendue vu d'où elles avaient commencé. C'est encore une fois un joli titre que j'ai pris plaisir à lire, et comme ce n'est pas un one-shot, la romance prend son temps pour arriver, bien aidée du chapitre bonus final, et c'est agréable. Au début j'ai eu peur qu'on reste beaucoup dans les clichés du genre, mais non, je me suis fait avoir par le petit twist, et c'était chouette. En attendant le tome 2 et une prochaine critique qui sera sans doute sur un gros morceau, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne. Qu'elle vous ait manqué ou non, Shimizu Makoto et Maekawa Akane sont de retour dans le tome 2 de Still Sick. Que nous réserve ce nouveau volume d'Akashi? On va voir ça. Ici, je vous présente donc le deuxième tome de la série. Vous pouvez retrouver ma critique et présentation du premier dans la barre d'infos. Et pour ceux qui sont à jour, on entre tout de suite dans la... On avait laissé Shimizu et Maekawa sur un baiser plus ou moins imposé à la fin du tome 1. Akane, pour plaisanter, a donc donné un baiser à Shimizu, ce qui perturbe évidemment beaucoup la jeune femme qui n'a encore jamais connu les affres de l'amour et se contentait très bien de ses lectures pour vivre ses sentiments par procuration. Du moins jusqu'à cet incident avec sa collègue. Elle commence alors à se poser des questions sur sa relation avec Maekawa, pendant que celle-ci est plutôt concentrée sur la façon dont elle va relancer sa carrière de mangaka, malgré son syndrome de la page blanche persistant et ses doutes par rapport à ses échecs précédents qui avaient mené à la fin de sa carrière. Dans cette suite, on entre un peu plus dans la psychologie de Maekawa pour découvrir l'origine de son blocage et donc l'aider à le dépasser. On va voir qu'elle n'arrive pas à avoir de relations sérieuses en amour et qu'elle cherche encore l'approbation paternelle concernant ses dessins. Shimizu va tourner autour de tout ça sans réussir à trouver de solution pour l'aider dans un premier temps, tout en essayant de démêler ses sentiments de plus en plus confus à mesure que les deux jeunes femmes passent du temps ensemble.
Leur relation s'approfondit sans qu'aucune d'elles n'avoue son attirance pour l'autre, Maekawa à cause de ses relations ayant déjà échoué par le passé, et Shimizu car elle a peur de ses propres sentiments, ne se sentant plus elle-même quand elle tombe amoureuse. En fait, comme dans beaucoup d'œuvres basées sur la romance, les personnages sont envahis de doutes en tout genre qui leur compliquent la vie pour allonger le scénario. Shimizu arrive finalement à sortir ce qu'elle a sur le cœur à Maekawa, lui avouant son amour pour elle, ce à quoi Maekawa répond qu'elle s'en fiche. Shimizu se prend donc un râteau, ce qui ne semble pas la perturber outre mesure d'ailleurs, et les deux demoiselles décident de ne pas sortir ensemble tout en continuant à être amies. Comme pour le premier tome, l'auteur arrive à jouer avec les codes de la romance pour nous surprendre, ce qui est plutôt rafraîchissant sans être frustrant. Le caractère franc et direct des deux protagonistes colle bien à l'histoire mise en place, et on ne voit donc pas forcément venir tous les retournements de scénario. On ne tombe pas non plus dans le drama, et ça c'est franchement un très bon point pour le manga. La réflexion derrière les décisions des deux héroïnes est toujours très adulte, et se base plus sur la raison que sur les sentiments. Ça change de beaucoup d'autres Yuri que j'ai pu lire jusque-là. Les péripéties s'enchaînent tranquillement, et si les sentiments de Shimizu sont maintenant bien clairs, ce sont ceux de Maekawa qu'il reste à traiter. Je me suis beaucoup plus attachée à elle dans ce tome-là. Sa personnalité renfrognée, têtue et un peu manipulatrice ressort complètement, mais sans aucune méchanceté, et du coup je l'ai trouvée très drôle à plusieurs moments. J'ai beaucoup aimé ses expressions faciales, et ça donne une dynamique intéressante dans sa relation avec Shimizu, qui n'hésite pas à la remettre à sa place quand elle estime qu'elle va trop loin dans la mauvaise humeur. Du coup, je ne me suis jamais sentie agacée par les personnages, chacune recadrant l'autre, pile au moment où leur comportement pourrait commencer à devenir agaçant pour le lecteur. Ça prouve encore une fois le talent de l'auteur pour anticiper les réactions que son œuvre va susciter et les prendre à contre-pied ou les atténuer, et ce n'est pas donné à tout le monde, c'est très appréciable. Le tome se finit à nouveau sur une scène qui laisse présager une nouvelle évolution dans la relation entre Shimizu et Maekawa, et je suis curieuse de savoir où l'auteur va les amener au final. On se doute bien de l'issue de cette relation, mais Akashi arrive avec brio à nous surprendre sur la façon dont les événements attendus se produisent. J'ai bien apprécié ce volume qui se lit rapidement, il n'y a pas vraiment de détails dans les dessins, on est à des kilomètres d'œuvres comme Adekan par exemple, mais l'histoire et les personnages suffisent amplement à attiser l'intérêt et la curiosité qui ne retombent pas avec cette suite. Le seul point qui personnellement me pose problème, c'est que le postulat de base du manga a totalement disparu. La passion de Shimizu pour les doujinshi est à peine évoquée une ou deux fois au détour d'un dialogue, mais n'a plus rien de central au scénario. C'est peut-être pour ça que je me suis un peu plus attachée à Maekawa cette fois, Shimizu ayant perdu ce qui faisait le sel de son personnage à mon avis, alors que sa comparse prend au contraire beaucoup plus de caractère et de place. J'espère retrouver cette caractéristique de Shimizu dans le prochain tome, ce serait vraiment dommage que son côté otaku n'ait été qu'un prétexte, un tremplin pour faire démarrer l'intrigue, et qu'il soit oublié par la suite. Le chapitre bonus à la fin est assez anecdotique, si ce n'est le personnage de la jeune cliente de la librairie où travaillait Shimizu. Elle donne une idée intéressante et très vraie, celle qu'on arrive souvent à mieux s'accepter tel que l'on est quand on peut voir des œuvres qui nous ressemblent, qui font écho à nos propres sentiments, et qu'on arrive à trouver au moins une personne qui nous comprend et nous soutient. Une jolie morale pour une série que je continue à conseiller chaudement. Et en attendant la suite et fin de cette histoire, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.